Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne où l'on raconte des histoires captivantes d'amour, de communication et d'empathie. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec vos amis. J'adorerais aussi lire vos réactions dans la section des commentaires ci-dessous. Qu'auriez-vous fait à sa place? Brielle Daniel avait toujours été le genre de femme qui planifiait tout dans les moindres détails. Née et élevée dans une banlieue tranquille de la classe moyenne juste à l'extérieur d'Atlanta, elle a grandi sous le regard ferme mais aimant de deux parents qui semblaient plus soucieux des apparences que de la véritable équité. De l'extérieur, la famille Daniel semblait idéale, messe du dimanche, Porsche attaquable, pull de Noël assorti. Mais si l'on grattait sous la surface, on le voyait leur dévouement aveugle pour son jeune frère. Qu'il, même enfant, qu'il ne pouvait rien faire de mal. Il a démoli la voiture familiale à 16 ans. Ses parents ont blâmé la pluie. Il a raté 2 semestres à l'université. Les professeurs ne comprennent pas son esprit créatif. Pendant ce temps, Brielle collectionnait les tableaux d'honneur, jonglait avec les emplois pendant ses études et empilait ses économies comme des briques. Elle n'attendait jamais d'applaudissements. Elle voulait juste la tranquillité d'esprit. À 30 ans, Brielle s'était construit une vie solide. Elle travaillait comme organisatrice d'événements seniors en centre-ville, possédait un appartement tranquille qu'elle avait acheté seule, et vivait un amour magnifique et stable avec Michael Harpé, un architecte au cœur tendre qui avait le don de la faire rire lorsqu'elle était plongée dans ses planifications. Quand il l'a demandée en mariage sous l'arche illuminée de lanternes à pied de Montpac, elle a pleuré dans son blasé, en partie de joie, en partie d'incrédulité d'avoir quelque chose à elle, quelque chose que personne ne pourrait lui prendre ou contester. Elle avait économisé 5 000 pour le mariage de ses rêves, non pas grâce à un héritage ou à des dons, mais grâce à 10 ans à dire non au brunch superflu, à sauter les vacances et à sacrifier ses week-ends pour des événements d'entreprise. Cet argent n'était pas seulement pour les fleurs et le gâteau, c'était un symbole de sa discipline, de son indépendance, une célébration pour avoir survécu à un foyer où il passait toujours en second. Mais l'entreprise de Kill s'était effondrée, encore une fois, 2 mois avant la fête de fiançailles. La start-up de crypto-monnaie de Kill a implosé. Il avait beaucoup emprunté, fait des transactions risquées et brûlé les prêts comme des serviettes en papier lors d'un barbecue. Brielle a appris lorsque sa mère a appelé, la voix tremblante mais étrangement répétée. Brielle, ma chérie, je sais que tu as le fond pour le mariage, mais qu'il a de gros ennuis. Il pourrait tout perdre. Envisage simplement de l'aider. Juste une partie. Peut-être revoir le mariage à la baisse. La famille passe avant tout, ma puce. Brielle fit une pause, le téléphone chauffant dans sa main. Alors, si je comprends bien, tu veux que je donne mon fonds de mariage à Kill? Parce qu'il a encore tout gâché? Ma chérie, ne sois pas si dramatique. Ce n'est que de l'argent. Tu peux toujours faire un mariage plus petit. Un rire lui échappa. Sans joie. Tu veux dire comme celui que tu m'as dit que je devrais organiser moi-même parce que tu étais occupé à l'aider avec son 3e prêt l'année dernière? Il y eut un silence, puis sa mère murmura, ton père et moi avons vraiment besoin que tu y réfléchisses. Et pendant 2 semaines entières, elle y a réfléchi. Michael lui a dit qu'il soutiendrait sa décision, quelle qu'elle soit. Mais son instinct, son âme même, se serrait chaque fois qu'elle imaginait donner cet argent. Non pas par cupidité, mais parce qu'elle était fatiguée de devoir nettoyer les dégâts de Kill comme si c'était son droit de naissance. Elle n'avait pas passé la vingtaine à trimer pour être culpabilisée à sauver la vie fantasmée de son frère. Elle s'était assise avec ses parents pour dîner un soir. S'attendant à ce que la logique l'emporte, elle a calmement expliqué pourquoi elle ne donnerait pas l'argent à Kill. Son père n'a pas crié, il n'a pas argumenté. Il lui a juste lancé un long regard froid et a dit égoïste, après tout ce que nous avons fait pour toi. Et elle a su alors que ce n'était pas une question de survie pour Kill, c'était une question de contrôle. Pourtant, elle a maintenu la fête de fiançailles, pensant que les choses se calmeraient peut-être. Elle devait avoir lieu dans un charmant lieu de réception loué avec des guirlandes lumineuses, du jazz doux et environ 70 pouces vités, amis du travail, famille, les proches de Michael. Brielle avait même préparé un diaporama de leur parcours commun. Mais derrière les sourires et les tousses, sa mère arborait un visage rigide et indéchiffrable. Son père a à peine adressé la parole à Michael, qui n'était arrivé qu'à la moitié de la soirée ayant déjà bu 2 verres de trop. Tu es jolie, marmonna-t-il en la dépassant pour prendre une assiette. Elle ravala la lourdeur dans sa poitrine. Quelque chose n'allait pas. Au milieu du dîner, son père se leva, verre à la main, et dit avant que la soirée ne se termine. Je voudrais dire quelque chose à ma fille. Brielle se figea. Ce n'était pas prévu. Il continua, la famille, c'est une question de sacrifice, et parfois, faire ce qui est juste signifie faire passer les autres en premier. J'ai élevé mes enfants pour qu'ils le sachent. Mais dernièrement, je me demande s'ils s'en souviennent. Quelques rires polis,
Quelques invités sirotèrent leur vin, mal à l'aise. Brielle se leva lentement. La voix calme, avec tout le respect que je vous dois, papa, mon fonds de mariage est à moi. J'ai travaillé pour l'avoir pendant des années. Et je ne le donnerai pas à Qu'il. Je ne m'en excuserai pas. La salle devint silencieuse, puis, clac. Sa paume s'abattit sur sa joue comme un marteau de juge dans un tribunal. Des hoquets de surprise traversèrent la pièce, des verres se renversèrent. Quelqu'un laissa tomber une fourchette. Sa mère hurla. Michael se précipita en avant. Mais Brielle avait déjà reculé, la main sur la joue, l'incrédulité peinte sur son visage. Les yeux de son père lançaient des éclairs. Mais même lui semblait stupéfait de ce qu'il venait de faire. Elle regarda autour d'elle l'ami, famille, ses invités de choix, la fixant. Figée par le choc, et quelque chose dans sa colonne vertébrale se remit en place. Elle sortit son téléphone de sa pochette. « J'appelle la police. » La voix de l'opératrice était calme, méthodique. Mais tout autour de Brielle se brouilla en murmures étouffés et en fragments de chaos, alors qu'elle donnait l'adresse et les détails de l'incident. Elle aperçut sa mère essayant de guider son père vers la sortie arrière du lieu. Michael était à ses côtés maintenant, lui tenant doucement le bras comme s'il était en verre. « Tu veux sortir » murmura-t-il. « Non » répondit-elle. Sa voix plus stable que prévu. « Il m'a frappé devant tout le monde. Il ne va pas disparaître. » Dans l'ombre comme si de rien n'était. La police arriva en moins de 10 minutes, 2 agents. Tous deux d'un air professionnellement neutre mais indéniablement conscients de la tension dans la pièce. La foule s'était en grande partie calmée et l'événement était clairement passé de la célébration au spectacle. « Mademoiselle Daniel » demanda un agent. Elle hocha la tête et s'avança. Son père, assis raidement près de la table d'honneur, ne leva même pas les yeux pendant qu'elle parlait. « Je voudrais déposer un rapport. Mon père m'a giflé. Devant 70 personnes. Vous pouvez demander à n'importe qui. » Sa voix ne se brisa pas. Ses genoux ne tremblèrent pas. Mais son cœur battait comme un tambour de guerre. Pourtant, elle resta ferme. Les agents parlèrent à plusieurs invités. Sa cousine Kenya, le témoin de Michael, même Qu'il, qui avait alors suffisamment dégrisé pour marmonner ou « Je l'ai vu. Je peux y aller maintenant ?» Sa mère tenta de la prendre à part. « Brielle, s'il te plaît, pense à ce que tu fais. C'est ton père. Me laisse pas une seule erreur tout gâcher. »« Une seule erreur ?» répéta-t-elle. « C'est le résultat de décennies d'erreurs qui n'ont jamais été corrigées parce que personne n'a eu le courage de les dénoncer. » Les agents revinrent avec une décision. « Madame, votre père va être emmené pour interrogatoire. Vous recevrez un rapport d'incident et pourrez poursuivre en justice si vous souhaitez porter plainte. » Alors qu'il lui passait doucement les menottes et le faisait sortir par les portes d'entrée. Devant les centres de table, les guirlandes lumineuses et les invités qui essayaient de ne pas regarder. Son père se tourna enfin pour la regarder. Il n'y avait aucun remords dans ses yeux, seulement de la fureur et une fierté blessée. Comme s'il l'avait trahi. Ce moment resta en suspens dans l'air longtemps après que les feux arrière de la voiture de police eurent disparu au bout de la rue. La fête, bien sûr, était terminée. Michael et quelques amis proches aidèrent à ranger, tandis que le personnel ramassait à la hâte la nourriture et les décorations intactes. Mais Brielle ne pouvait pas encore partir. Pas avant d'avoir vérifié quelque chose. Elle trouva son cousin de 20, un étudiant en droit à l'œil vif qui parlait rarement à moins d'avoir des faits à exposer. « De 20, dit-elle doucement, quelque chose me tracasse. Il y a quelques mois, j'ai reçu une lettre étrange d'une banque disant qu'un prêt était en retard de paiement. Sauf que je n'en ai jamais contracté. » Son sourcil se haussa. « Tu n'as jamais mentionné ça. Je pensais que c'était une erreur. Mais maintenant, je ne suis plus sûr. Veux-tu m'aider à vérifier mon dossier de crédit ?» Il hocha lentement la tête. « Oui, je vais regarder ça ce soir. » Cette nuit-là, Brielle était assise dans l'appartement de Michael, recroquevillée sur son canapé avec une poche de glace sur la joue et un silence plus lourd que l'humidité d'Atlanta. Il lui tendit un thé, puis dit doucement « Tu n'es pas obligé de gérer tout ça d'un coup. »« Je sais, murmura-t-elle, mais je ne peux pas laisser tomber. » Le lendemain matin, devint à plat, la voix inhabituellement tendue. « Brielle, il y a 3 prêts souscrits à ton nom. 2 cartes de crédit que tu n'as jamais ouvertes. Utilisées au maximum. L'une d'elles a servi à virer de l'argent. À Qu'il. » Elle cligna des yeux, stupéfaite. « Tu veux dire que… » « Je veux dire que ton nom a été utilisé sans ta permission, et je pense que tes parents le savaient. » La prise de conscience la frappa comme un orage qui se forme lentement. Les années où qu'il avait été renfloué. Les appels téléphoniques secrets. Son père lui demandant si elle avait vérifié son courrier récemment. Tout s'alignait maintenant. Ça. Famille n'avait pas seulement permis à Qu'il de s'en sortir, elle l'avait sacrifié pour le faire. Les jours suivants passèrent dans un flou d'appels à la police.
De déclarations de vol d'identité et de conversations tendues avec les détectives. Ils confirmèrent que son nom avait été utilisé pour emprunter plus de 3,0000. Une partie de cette somme fut retracée jusqu'à des paiements sur des sites de jeux en ligne et des transferts vers des comptes fictifs. Et qu'il, eh bien, son implication était indéniable. Il n'essaya même pas de mentir, confronté. Il haussa les épaules. Papa a dit qu'il s'en occuperait. Tu as toujours eu de l'argent. Brielle. C'est quoi le problème? Elle le fixa, le cœur battant. Le problème? Vous m'avez volé. Vous avez utilisé mon avenir comme si c'était de l'argent de Monopoly. Tu agis comme si j'avais ruiné ta vie. Tu l'as fait, dit-elle, mais plus maintenant. L'arrestation suivit rapidement. Son père, déjà enregistré pour l'agression, fut également accusé de fraude et d'abus financiers, qu'il fut impliqué dans le blanchiment de l'argent emprunté. L'affaire fit beaucoup de bruit dans leur ville, après tout. La famille Daniel était censée être respectable, mais pour Brielle, le respect ne signifiait plus le silence. Sa famille élargie la contacta, beaucoup offrant un soutien discret. Quelques-uns s'excusant de ne pas être intervenus plus tôt. Sa tante Lane, qui s'était discrètement éloignée de ses parents depuis des années, appela et dit « Maintenant tu sais pourquoi je suis parti ». Michael, toujours patient, la serrait simplement dans ses bras quand elle avait besoin de calme et faisait des blagues quand la paperasse la submergeait. Et disait-il en lui donnant un coup de coude, du bon côté. Tu as une sacrée histoire de mariage à raconter maintenant. Et bien qu'elle souriait, il y avait en elle une peine qu'aucune blague ne pouvait complètement adoucir, le genre de chagrin qui ne vient pas seulement de la trahison, mais de la mort de la croyance que la famille vous protégera toujours. Pourtant, même au milieu de la douleur, Brielle trouva de la clarté. Elle commença une thérapie. Non seulement pour le traumatisme de l'agression ou de la trahison financière, mais pour une vie passée à être la réparatrice, celle qui pardonne, celle qui avalait chaque injustice juste pour maintenir la paix. Elle devait désapprendre cela. Car une paix qui coûte votre dignité n'est pas la paix, c'est une performance. Et elle en avait fini de jouer un rôle. Brielle était assise en face de l'inspectrice chargée de son affaire, les doigts serrés sur ses genoux, les néons bourdonnaient au-dessus. L'air du commissariat était épais de murmures étouffés et de claviers qui tapotent. Ce n'était pas un monde dans lequel elle s'était jamais imaginée, avec des numéros de dossiers, des déclarations sous serment, des traçages d'actifs. Pourtant, elle était là, témoignant contre son propre père et son frère. L'inspectrice morale, une femme aux yeux bienveillants et à la langue acérée, tapota son stylo sur le dossier. Mademoiselle Daniel, je veux être clair. Vous affirmez n'avoir jamais autorisé aucune de ces demandes de crédit? Jamais. Dit fermement Brielle. Je ne savais même pas qu'elle existait avant que mon cousin ne vérifie mon dossier de crédit. Morale hocha lentement la tête. Nous avons confirmé qu'une partie des fonds des prêts a été acheminée vers des complis à votre frère, les sites de jeu. Le nom de votre père est partout. Il y a un schéma de vol d'identité délibéré et de manipulation financière ici. Les mots vol d'identité semblaient surréalistes, comme un crime lointain dont elle aurait lu des articles sur des blogs financiers. Pas quelque chose que son propre père avait orchestré. Elle expira, tremblante. Je veux porter plainte pour tous ces chefs d'accusation. Morale pencha la tête. Même contre votre père? Brielle ne s'y a pas. Surtout contre lui. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Qu'il fut arrêté pour fraude financière et fraude électronique. Son père, déjà en probation pour l'agression à la fête de fiançailles, faisait maintenant face à des accusations supplémentaires liées à l'utilisation illégale de l'identité de Brielle et à son implication dans un réseau de jeux clandestins local. Il s'était avéré que l'obsession de son père de protéger l'héritage familial était financée par des tables de poker et des usuriers véreux, les mêmes personnes qui avaient menacé qu'il. Ce n'était pas seulement de la mauvaise gestion, c'était criminel. Et pourtant, sa mère les défendait. Il ne voulait pas te faire de mal, dit sa mère lors d'un de leurs derniers appels téléphoniques. Ton père voulait juste donner un avenir à qu'il. Il pensait pouvoir arranger les choses avant que tu ne le remarques. Ce n'est pas de l'amour, maman, dit doucement Brielle. C'est du contrôle et de la lâcheté. Tu ne comprends pas ce que c'est de voir ton fils échouer encore et encore. Non, mais je sais ce que c'est de réussir et de ne jamais être assez. Cette phrase resta entre elles comme un rideau. Le mur de séparation finale entre la fille, qui donnait toujours, et la mère, qui prenait toujours. Michael la soutint à travers tout. Quand Brielle pleurait au milieu de la nuit, après avoir reçu une assignation à comparaître. Quand elle jetait des photos de famille dans un accès de chagrin. Quand elle se demandait si elle prenait la bonne décision. Brielle, dit-il doucement un soir alors qu'il était assis sur le sol de la cuisine, le dos contre le lave-vaisselle. Ta guérison ne nécessite pas leur compréhension ou leur approbation. Mais ça fait mal. C'est comme si je faisais le deuil de personnes qui sont encore en vie. Il hocha la tête, parce que c'est le cas. Et c'est le deuil le plus difficile. Les fiançailles étaient techniquement toujours d'actualité. Mais le mariage était en pause.
Pas annulée, juste mise en sourdine. Brielle avait besoin de temps pour digérer, pour respirer, pour récupérer des parties d'elle-même qu'elle avait enfouies sous des années à être la bonne fille. Elle rejoignit un groupe de soutien pour les survivants d'abus financiers familial. Écoutez d'autres femmes, dont certaines s'étaient fait voler des milliers par leurs propres frères et sœurs, d'autres dont les parents avaient ruiné leur crédit pour des vacances et des achats de luxe. La fit se sentir moins seule, moins folle. Un soir, alors que le groupe se réunissait en cercle sous une lumière douce avec du thé à la menthe, une femme nommée Tasha se pencha en avant et dit « Vous ne devez pas votre avenir à votre famille. Simplement parce qu'elle vous a donné un passé. » Ces mots frappèrent Brielle comme un éclair. Elle les écrivit cette nuit-là en grosses lettres denses. Son journal. Une semaine plus tard, elle reçut une lettre par la poste, une note manuscrite et brouillonne de Kill. Brielle. Je sais que tu me détestes probablement. Tu devrais. J'ai merdé plus de fois que je ne peux compter. Et je t'ai entraîné avec moi. Papa disait qu'il pouvait arranger les choses. Mais j'aurais dû dire non. J'aurais dû dire la vérité. Je voulais être quelqu'un dont tu serais fier. Je suis désolé de ne jamais l'avoir été. Kill. Elle l'a lu 3 fois. Non pas que cela changeait quoi que ce soit, mais parce que pour la première fois depuis des années, il l'admettait. Pas d'excuses, pas de reproches. Pourtant, elle ne répondit pas. Certaines excuses sont faites pour rester dans des enveloppes. Le processus judiciaire traîna en longueur. Son père fut condamné à une probation avec des paiements de dédommagement obligatoires, qui l'écopa de 6 mois avec un accord de plaidoyer et l'obligation de suivre des conseils financiers et d'effectuer des travaux d'intérêt général. Rien de tout cela ne lui rendit sa tranquillité d'esprit volée. Mais la justice, aussi minime soit-elle, marqua un tournant. Brielle retourna dans son appartement, redécora tout l'espace. Elle peignit la cuisine d'un vert sauge doux, remplaça le canapé du salon par une causeuse jaune soleil, brûla toutes les bougies qu'elle avait gardées pour une occasion spéciale, parce que sa vie était l'occasion spéciale. Et puis un matin, Michael entra dans la cuisine alors qu'elle versait du café et demanda « Tu veux toujours te marier ?» Elle fit une pause, puis sourit. « Oui, mais pas comme nous l'avions prévu. » Elle ne voulait plus de la salle de bal massive, pas de robe de créateur, d'amuse-gueule servie à l'assiette ou de photos Instagram parfaites. Elle voulait quelque chose de plus calme, de plus vrai. Michael sourit. « Bien. Parce que j'ai peut-être ou peut-être pas fait des recherches sur des toits terrasses avec vue sur la ville. » Elle rit pour la première fois depuis des semaines. Un rire profond, du ventre. Le genre qui libère la tristesse dans votre poitrine. Plus tard dans la soirée, elle fit un tableur, parce que bien sûr qu'elle le fit, et commença à organiser le nouveau plan. Liste d'invités plus courte, traiteur local, groupe de jazz vive. Elle contacta même sa tante Lynn et quelques cousins qu'elle n'avait pas vus depuis des années. La famille, réalisa-t-elle, ce n'était pas seulement une question de sang. C'était une question d'honnêteté, d'effort, de présence, et à partir de maintenant, c'est tout ce qu'elle accepterait. La lumière du matin filtrait doucement à travers les stores de la cuisine de Brielle alors qu'elle se tenait pieds nus, une tasse chaude de thé à la cannelle à la main. La nouvelle peinture vert sauge sur les murs donnait à l'espace un calme dont elle ne savait pas qu'elle avait besoin. Pas de bruit de conversation de groupe familial, pas de culpabilité persistante sur sa messagerie vocale. Juste la paix, pour la première fois de sa vie d'adulte. Brielle n'essayait pas de gagner l'approbation de qui que ce soit, elle ne calculait pas comment arranger les choses. Elle était simplement. La thérapie lui avait ouvert une porte intérieure, une porte qui révélait à quel point son estime de soi était liée à la performance, être la bonne fille, la sœur responsable, la pacificatrice. Mais cette performance avait érodé sa joie, un sacrifice silencieux à la fois. « Je pense que je croyais que si j'étais assez bien, il me protégerait, » dit-elle à sa thérapeute lors d'une de leurs premières séances. Mais ils n'ont protégé que Kill. J'étais juste pratique. Sa thérapeute, une femme au yucca nommée DR, Red, lui offrit un sourire triste. Les enfants apprennent très tôt qu'ils doivent devenir pour maintenir la paix. Mais une paix qui exige votre silence n'est pas la paix. C'est de la survie. Cette phrase resta avec Brielle comme un hymne. Michael remarqua aussi les changements. Elle riait plus, pleurait quand elle en avait besoin. Arrêtait de s'excuser de vouloir de l'espace. Il n'avait toujours pas fixé de nouvelles dates de mariage. Brielle insistait pour avancer lentement, reconstruisant ses fondations brique par brique avant d'ajouter quoi que ce soit par-dessus. Et Michael comprenait. Il lui dit « Prends ton temps, je veux la vraie toi, pas celle que tu prétendais être. » Avec sa permission, il l'accompagna à quelques séances de thérapie. Là, ils déballèrent tout. Sa méfiance envers les figures d'autorité, sa peur d'être un fardeau, son anxiété secrète qu'il puisse un jour devenir comme son père. « Je ne suis pas parfait, lui dit Michael une fois, en lui prenant la main. Mais je ne te ferai jamais choisir entre ta dignité et notre amour. Tu ne me dois pas de la douleur pour prouver que tu tiens à moi. » C'était le genre d'amour dont elle rêvait tranquillement.
dans les dortoirs universitaires ou lors de silencieux trajets en train pour rentrer pour les vacances. Un amour qui n'exigeait pas de sacrifice, mais offrait la sécurité, et elle apprenait enfin à le recevoir. Pendant ce temps, son monde en dehors du cabinet de thérapie changea aussi. Des membres de la famille élargie commencèrent à la contacter. Des cousins qui avaient été témoins du dysfonctionnement de Loa mais qui avaient eu trop peur de parler. Elle commença à refaire sa liste d'invités, cette fois avec intention. Chaque nom était quelqu'un qui lui avait montré de l'amour sans condition. Des collègues qui lui avaient apporté de la soupe quand elle était malade. Des amis qui avaient tout laissé tomber pour être à ses côtés après le désastre de la fête de fiançailles. Des voisins qui souriaient sans poser de questions indiscrètes. C'étaient ces gens maintenant. Elle envoya également un dernier message à sa mère. Une simple note par mail. Je ne suis plus en colère, mais j'ai besoin d'espace. Tu as choisi de défendre quelqu'un qui m'a fait du mal. Et cela a brisé quelque chose que je ne peux pas réparer. Je te souhaite de guérir. Mais je ne peux plus sacrifier ma propre guérison pour te mettre à l'aise. Brielle. Aucune réponse ne vint, et cela aussi apporta une forme de clôture. Dans les mois qui suivirent, elle dépensa son fonds de mariage avec clarté. Environ 1 000 $ à la thérapie et aux outils de santé mentale. 1,2000 autres pour un acompte sur un charmant bungalow de 2 chambres plus près de la ville. Et le reste, elle l'économisa pour de futurs voyages, des cours créatifs. Pour une vie pleine de choses qu'elle choisissait pour elle-même, pas par obligation. Elle et Michael commencèrent à planifier leur nouveau mariage. Plus petit, plus simple. Un jardin sur le toit au printemps avec vue sur la ville. Seulement 30 invités, un trio de jazz. Un food truc de taco. Brielle trouva une robe rose poudrée non traditionnelle et se fichait éperdument des noms de créateurs. Elle voulait juste se sentir belle, libre et vue. Lors de la répétition de la cérémonie, sa meilleure amie Noël la serra fort dans ses bras et murmura « Tu ressembles à une femme qui a enfin repris sa vie en main ». Et c'était le cas. Mais le moment le plus guérisseur est venu un mercredi matin tranquille. Des mois après la dernière comparution au tribunal, Brielle ouvrit sa boîte aux lettres et trouva une petite enveloppe sans adresse de retour. À l'intérieur se trouva un morceau de papier de cahier plié avec une seule ligne. Griffonné de l'écriture de Kill, je suis entré en cure de désintoxication. Je ne sais pas si je mériterai un jour ton pardon, mais j'essaie. Elle lut la note 2 fois, puis la posa sur la table de sa cuisine et la fixa. Elle ne pleura pas. Elle ne se précipita pas pour appeler ou répondre. Au lieu de cela, elle se versa un verre d'eau et dit à voix haute « Essayez. C'est bien. » Et c'était assez pour l'instant. Cet après-midi-là, elle se promena dans le parc de son quartier, s'arrêtant au petit pont où elle s'asseyait enfant lors des pique-niques familiaux. Un lieu autrefois rempli de rires et d'assiettes en carton. Maintenant un symbole silencieux de sa croissance. Elle respira l'air d'été. L'odeur du chèvrefeuille et du maïs grillé venant de quelque part à proximité. Brielle la tête. Plus en colère, elle n'était pas mère, mais elle était lucide. Lucide sur ce dont elle avait besoin, sur qui elle pouvait faire confiance. Sur ce qu'elle ne tolérait plus. Et dans cette clarté, elle trouva une joie douce. Une joie qui n'avait besoin de la permission de personne pour s'épanouir. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservera. Mais elle savait ceci, elle ne laisserait plus jamais le chaos de quelqu'un d'autre dicter sa paix. Et c'était le vœu le plus puissant qu'elle ferait jamais. Le doux bourdonnement du jazz flottait dans l'air du toit-terrasse, se mêlant à l'odeur des gardénias et des tacos aux crevettes grillées. La ligne d'horizon d'Atlanta brillait derrière, Brielle comme une toile de fond empruntée à un rêve. Des gratte-ciel embrassés par un coucher de soleil doré. Des guirlandes lumineuses se balançant au rythme de la brise. Elle se tenait à l'autel, dans une robe de satin rose poudré qui chatoyait comme du champagne. Ses cheveux relevés en boucles souples, une seule orchidée blanche épinglée près de sa tempe. Michael se tenait en face d'elle, les yeux rivés sur les siens, comme si elle était la seule personne dans l'univers. Il n'y avait que 30 invités, mais chaque visage racontait une histoire de loyauté, de guérison et d'amour inconditionnel. Sa tante Lynn était assise au premier rang. Épongeant ses larmes, Noël serrait la main de son mari avec un sourire qui disait « On l'a fait ». Et sa collègue Jen la saluait timidement de derrière une fougère en peau, tenant un appareil photo fait maison. Brielle prit une profonde inspiration alors que l'officiant disait « Vous pouvez maintenant échanger vos vœux ». Elle jeta un coup d'œil à Michael, le cœur battant non pas de nervosité, mais de paix. « Je croyais que l'amour devait se mériter », commença-t-elle, sa voix claire et inébranlable. Que si je sacrifiais assez, que je restais assez silencieuse, que je travaillais assez dur, peut-être que je le mériterais enfin. Mais j'ai appris quelque chose au cours de l'année écoulée. L'amour, le vrai, ne vous demande pas de saigner pour prouver que vous êtes digne. Le toit-terrasse était silencieux. Le vent offrant sa propre révérence, tu ne m'as jamais fait me sentir petite.
Tu n'as jamais exigé mon silence. Tu m'as rencontré dans le désordre et tu es resté. Et grâce à cela, je suis ici aujourd'hui non pas comme quelqu'un qui a été sauvé, mais comme quelqu'un qui s'est finalement choisi elle-même et qui t'a quand même choisi toi. Un murmure passa parmi les invités, suivi d'un léger reniflement quelque part au deuxième rang. Michael prit ses mains, embrassant doucement ses phalanges avant de commencer ses propres vœux. Quand ils s'embrassèrent, ce ne fut pas accueilli par des acclamations folles ou des halètements dramatiques, juste une vague silencieuse d'amour qui enveloppa le toit terrasse comme une bénédiction. Le genre de baiser qui dit « Nous avons tous les deux traversé des tempêtes et nous sommes toujours là ». La réception fut une joie sans théâtralité, intime, authentique. Le food truck servit des tacos aux brisquettes fumées et aux jacquiers végétaliens. Un petit trio de jazz joua des reprises d'État et Imisé de Le Jean. Les invités dansèrent pieds nus, les rires résonnant entre les jardinières du toit et les balustrades illuminées de fées. Brielle dansa avec Michael sous les étoiles, les pieds endoloris, les joues douloureuses à force de sourire. Elle ne pensa pas une seule fois à la salle de bal qu'elle avait initialement réservée, celle avec des lustres et un menu à 200 par personne. C'était mieux. C'était à eux. Quelques semaines plus tard, ils emménagèrent dans le bungalow pour lequel elle avait versé un acompte. Il avait une balançoire de porche blanche, un escalier qui craquait mais que non aimait, et un grenier que Michael revendiqua immédiatement comme espace de studio. Le jardin arrière avait assez de place pour des barbecues le dimanche et peut-être, un jour, un chiot. Chaque coin de la maison ressemblait à une victoire, non pas pour sa valeur marchande, mais pour ce qu'il symbolisait. Un foyer construit sur le respect mutuel. Un nouveau départ qui n'incluait ni manipulation ni culpabilisation. L'argent volé, disparu, mais ce qu'elle avait gagné, l'estime de soi, un vrai partenaire. La sécurité émotionnelle n'avait pas de prix. Brielle accrocha une copie encadrée de son tableur de mariage original dans son bureau, maintenant griffonné de modifications en rouge, de post-it et d'un cercle géant autour de la phrase « Gardez seulement ce qui apporte la paix ». C'était son doux rappel. La perfection n'avait jamais été le but, l'appel était. Elle continuait la thérapie même après le mariage. Non pas parce qu'elle était brisée, mais parce que la guérison n'était pas une ligne d'arrivée. C'était un rythme, et chaque séance la faisait se sentir un peu plus ancrée, un peu plus entière. Michael la rejoignait les dimanches matins tranquilles pour écrire dans leur journal sur le porche, se taquinant parfois avec des objectifs de vie faussement sérieux comme « gagner une dispute sans ». Utiliser de sarcasme ou dresser le chien à ne pas manger les chaussettes de Brielle. La vie n'était plus un film dramatique, elle était douce, délibérée, parfois désordonnée, mais toujours honnête. Un après-midi d'octobre frais, Brielle reçut une lettre du centre de désintoxication de Kiel. Ce n'était pas une autre excuse, c'était un rapport de progrès. Une note indiquant qu'il aidait à donner un cours sur le buet à d'autres résidents. Il n'avait rien demandé, juste écrit « J'essaie toujours ». Un jour à la fois. Elle ne pleura pas. Elle ne se précipita pas pour répondre. Au lieu de cela, elle murmura bien et la glissa dans un tiroir étiqueté passé. Parce que même lorsque le pardon est possible, les limites sont sacrées. Le dernier morceau de son ancienne vie s'évanouit tranquillement lorsqu'elle changea son contact d'urgence pour Michael et sa tante Lynn, retirant ses deux parents sans hésitation. Ce ne fut pas fait avec colère, mais en paix. Maintenant, chaque matin, elle marche pieds nus jusqu'à sa cuisine, se verse son thé à la cannelle et salue le soleil comme un vieil ami. Car elle n'a plus peur de la journée, elle la possède. Le parcours de Brielle nous rappelle que l'amour ne devrait jamais vous coûter votre dignité. La famille, bien que puissante, ne devrait pas exiger votre silence ou votre sacrifice pour maintenir un dysfonctionnement à flot. Vous avez le droit de protéger votre paix, même de vos proches. La guérison n'est pas une route droite, mais avec du temps, du courage et le bon soutien. Vous pouvez vous réapproprier votre histoire. N'ayez pas peur de fixer des limites. N'ayez pas peur de recommencer. Vous méritez une vie construite sur le respect, pas sur le remboursement. Et peu importe où vous en êtes dans votre parcours, vous allez y arriver.